Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Breaking BD où nous allons parler bien sûr de bande dessinée avec des actus et des coups de cœur, mais aussi de science avec notre invité le dessinateur Bouzard. Dans l'actualité des sorties, j'attire votre attention sur 3 livres en particulier. Homo sapiens dans la collection de la petite BDthèque des savoirs. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans notre société un problème de racisme inacceptable et que dans ce livre, écrit par un paléo-anthropologue, on revient un petit peu en arrière sur l'origine de l'homme. Il rappelle que nos ancêtres habitant en Europe étaient tous noirs de peau et que ceux à la peau blanche venaient d'Asie et qu'ensuite tout le monde a migré ou s'est mélangé. Une petite piqûre de rappel scientifique qui remet les choses à leur place. Tout le bouquin est vraiment passionnant et en plus, c'est dessiné par Pierre Belli, oui, celui qui fait Petit Poilu. On l'attendait aussi avec impatience, le nouveau Derf Back Derf, l'auteur de Mon ami Dahmer. Il revient avec True Stories, un florilège de strips parus pendant 22 ans dans la presse US. Le journaliste et dessinateur américain décrit avec brio et humour des scènes de l'Amérique profonde. Des histoires vraies qui se sont presque toutes déroulées devant ses yeux et qui montrent à quel point les gens sont bizarres. Parmi les thèmes abordés, la pauvreté, le racisme, la junk food, l'écologie ou encore la consommation de masse. Et enfin, un beau livre de Mathias Lehmann dans lequel l'auteur raconte en 3 langues, français, anglais et portugais, des scènes qu'il a vécues ou observées au cours de ses voyages. L'agora en grec, c'est le lieu de rassemblement social, marchand ou politique. C'est ainsi que l'auteur nous entraîne dans un parc au Brésil, sur une place italienne ou au cœur de Manhattan, à la rencontre des gens. Il partage ses sensations avec ses mots, mais aussi avec des très beaux croquis mis en couleur. Nous voici dans le parc Astérix à l'occasion des 60 ans du Petit Gaulois. Lors d'une conférence de presse, les auteurs ont dévoilé quelques bribes d'informations sur le prochain album qui paraîtra le 24 octobre. Quel est le titre ? Didier, excuse-moi de te réveiller à nouveau. Le titre, c'est bien La fille de Vercingétorix. Je crois bien, c'est bien ce que j'ai écrit en tout cas. Vous sentez un petit quelque chose, vous avez un déclic sur une petite idée. Et là, en l'occurrence, c'était quelque chose autour de Vercingétorix. C'est-à-dire que Vercingétorix m'intéressait, mais comment traiter Vercingétorix ? Puisqu'une fois pour toutes, il a été évacué par Goscinny et qu'il ne peut pas revenir dans les aventures. Sinon, ça chamboule toute l'histoire de la Gaule. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à La fille de Vercingétorix. Et à partir de là, au thème de l'adolescente. Non, les sujets, je pense qu'ils existent. Après, ce qui est difficile, c'est un sujet pour Astérix. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des excellents sujets, mais vous ne pouvez rien en faire parce que Obélix et Astérix ne vont pas avoir leur place vraiment, ça va être compliqué. Donc c'est là encore une fois le génie des auteurs historiques, c'est que Goscinny savait doser finalement son thème et jamais éclipser le rôle des personnages principaux. Ça c'est pas facile. Pour moi le travail c'est vrai est derrière moi puisque quand j'ai terminé mon découpage, en gros, j'ai fini, quoi. Après, il y a quand même juste ce souci de conformité et puis de supervision et jusqu'aux couleurs, finalement, pour voir si même la couverture, il faut que tout fonctionne en accord avec Conrad. Et si nous restions au parc Astérix pour parler des coups de cœur ? Avec les heures passées à contempler la mer, vous éprouverez sans doute de la colère et de l'empathie. C'est l'histoire d'une romancière, Sandra Rebourg, qui à son retour d'un voyage professionnel, trouve une lettre de rupture de son compagnon, qui est aussi son éditeur, avec une clé pour qu'elle aille vivre dans le petit appartement mis à la disposition des auteurs de la maison d'édition quand ils veulent écrire au calme. Elle va enfin réussir à écrire sur sa mère, une actrice disparue trop jeune après avoir tourné 2 films seulement. Gilles Larère et Sébastien Vassan exploitent ici avec beaucoup de talent les thèmes de la transmission, de la connaissance de soi et du deuil, à la fois d'une mère et d'une relation amoureuse. Savoureux aussi le nouveau roman graphique de Posy Simmonds chez De Noël Graphique. Vous allez adorer, détester Cassandra Dark, une vieille anglaise méchante avec tout le monde, tricheuse, menteuse, radine et pourtant très riche, puisqu'elle est à la tête d'une galerie d'art à Londres. Mais voilà qu'elle se fait rattraper par ses mauvaises actions et qu'elle se trouve, en plus, mêlée à une histoire très louche à cause de sa nièce qu'elle a eu la faiblesse de dépanner en l'hébergeant. Posy Simmonds mêle, comme d'habitude, des paragraphes en prose et de la bande dessinée dans un mariage tout à fait réussi. Et maintenant, vous avez envie d'avoir peur ? Précipitez-vous sur Le Patient, le 2e album de Timothée Le Boucher aux éditions Glénat. Cela commence par le massacre de toute une famille dans un pavillon rue des Corneilles. Alertés par des cris, les voisins appellent la police, qui trouve, errant dans les rues, la fille aînée de la famille, un couteau plein de sang à la main. Dans la maison, il s'avère qu'un de ses petits frères blessé vit encore.
C'est ce patient, qui s'appelle Pierre, qui va sortir d'un coma 6 ans après la tuerie. Une psychiatre du nom d'Anna vient à l'hôpital pour soigner les traumatismes du jeune homme qui a maintenant 21 ans. Le récit, extrêmement prenant, raconte leur séance. Je n'en dis pas plus pour préserver le suspense. Sachez que c'est totalement flippant mais génial et qu'on ne peut pas lâcher le bouquin avant d'avoir fini les presque 300 pages. Allez, après ça, vous avez envie d'être ému et attendri? Voici un album jeunesse à découvrir dès 10 ans, Le Fils de l'ours Harry aux éditions Rue de Sèvres. Il s'agit de l'adaptation d'un roman de Xavier Laurent Petit qui raconte les pérégrinations d'un petit garçon rome et de sa famille. En Roumanie, le père est montreur d'ours, ours Harry. Mais les affaires vont mal et la famille se laisse embobiner par des gens qui leur proposent de les conduire à Paris. C'est une belle histoire, pas moralisatrice, mais qui permet de comprendre ce que vivent les gens du voyage et d'avoir un regard fraternel à leur égard. Et le dernier, c'est Le Dernier Atlas, qui devrait vous intriguer. On est plongé dans la vie d'Ismaël, un Français, fils d'Algérien, qui s'occupe d'un business de machines à sous à Nantes et trempe dans des affaires pas très honnêtes. Pourtant, quand il était enfant, dans les années 60, son rêve était de piloter l'un de ces immenses robots constructeurs qu'on appelait les Atlas. Avec subtilité, les auteurs glissent au fil des pages des indices qui nous font comprendre qu'on a ici affaire non pas à un polaroid de la SF, mais à une uchronie qui croise les thèmes de la guerre d'Algérie et du nucléaire. Une histoire bien rythmée, pleine de suspense, qui donne envie de lire la suite. Salut Bouzard, nous voilà au milieu des objets du laboratoire de Lavoisier dans ce beau musée des Arts et Métiers à Paris pour parler de ton album La planète des sciences qui paraît chez Dargaud. Antonio Fischetti, un docteur en sciences physiques, a réalisé une biographie d'une page de 37 savants, hommes et femmes, et toi, tu as réalisé une planche humoristique racontant une anecdote pour chacun d'eux. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quel genre d'élève tu étais? Plutôt Agnan, le chouchou de la maîtresse, ou Clotaire, le cancre? Ni l'un ni l'autre, au milieu à peu près. Plutôt le cancre, mais pas trop quand même. Pour revenir à la planète des sciences, comment est-ce que tu as travaillé sur ce projet? Les anecdotes d'Antonio sont vraies. Ensuite, les miennes, je me suis un peu amusé avec tout ça en fait. Il y a un personnage féminin haut en couleur qui revient dans plusieurs histoires, la servante Grundune. Comment t'es venue l'idée de ce personnage? J'ai commencé par la dessiner une fois dans une planche et je me suis dit que ça serait bien qu'il y ait un lien avec toutes les planches, quoi. Voilà. Donc c'est elle qui fait un peu le lien sur certaines époques finalement. Comment a fonctionné votre duo avec Antonio Fischetti? Écoute, moi j'envoyais les planches et puis je n'avais pas forcément de retour, il n'y a eu pas tellement de critiques en fait, parce qu'il acceptait finalement assez bien ce que je faisais. On avait discuté un petit peu au début de notre relation de travail, et puis comme ça j'ai pu voir un peu ce qu'il voulait, ce que je faisais moi, si ça l'intéressait ou pas, puis voilà, après ça a roulé. Il m'a fait une grande confiance. Est-ce que cela a changé ta manière de travailler? Je ne suis pas un grand fan de travailler à deux, j'aime bien travailler tout seul pour le scénario, pour tout en fait, parce que comme ça je suis tributaire de moi-même, comme je suis assez souvent en retard. Là, ça m'embête de mettre quelqu'un en plus dans la panade. Et tu es aussi dessinateur de presse. Qu'est-ce que cela t'apporte? Ça m'apporte déjà une rigueur, parce que tous les lundis, je suis obligé de dessiner pour le Canard enchaîné. Et donc, je suis obligé de me structurer un petit peu sur mon travail. Et c'est bien l'organisation. Et ensuite, après, c'est une façon de travailler un peu différente sur le dessin. Un de tes tout premiers albums, Les pauvres types de l'espace, paru en 95 chez Six Pieds Sous Terre, vient de ressortir en version augmentée. L'occasion pour moi de te demander si, avec le recul, tu aurais fait des choix de carrière différents ou si finalement tous les chemins mènent à Lucky Luke. Non, j'aurais fait aucun autre choix, parce que j'ai travaillé avec des éditeurs comme Six Pieds Sous Terre ou Les Requins Marteaux qui m'ont apporté beaucoup, qui continuent de m'apporter beaucoup. Et puis voilà, c'est mon petit bonhomme de chemin, c'est le mien. Je suis content de moi. Savez-vous comment on fabrique une lithographie? Breaking BD a profité du passage de l'illustrateur Marc Boutavant à l'atelier à Fleur de Pierre pour lui poser la question. Évidemment, imprimer des estampes en litho, c'est extraordinaire. J'adore faire des livres, j'adore dessiner pour des livres, pour des enfants, etc. Et j'ai pas envie du papier, j'ai pas envie de toute la beauté de ce truc-là, etc. Et là, je me suis dit, bah ouais, t'en as pas envie, bah tu vas y aller quand même. Quand je suis rentré dans l'atelier, avec mon dessin d'Ariol, j'ai eu ce petit coup de blues du mec qui a un gros trait bande dessinée, qui se dit, bah c'est un peu rien à faire ici, quoi. Je vais faire un gros trait noir. Je vais passer complètement à côté de la beauté de l'estampe, de cette matière, etc., etc. Et puis finalement, c'est pas vrai. Je vais mettre des petits effets, je vais broder, et puis ce sera joli comme tout. Alors moi, ça fait quand même 22 ans que je travaille sur une tablette, donc ça fait longtemps que j'ai oublié les sensations du papier. Sauf en dédicace, j'aime beaucoup dédicacer pour ça en fait. Je reprends et j'ai une grosse trousse, plein de matériel, et c'est là où je m'amuse un peu avec le papier. Pour l'instant, je trouve pas ça tellement différent. C'est peut-être même plus proche finalement de ma tablette.
Donc je ne suis pas complètement désemparé, je sais juste pas comment faire marche arrière, pomme Z, tout ça, mais sinon je trouve que ça va. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt pour des prochaines news de la bande dessinée.